Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rencontre avec les experts. Je suis allé rencontrer ici au Vietnam, pas chez lui, Sébastien. Salut Seb. Hello Enzo. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous pour partager un petit peu de ton histoire. On s'est déjà rencontré une première fois à Bangkok et puis là on s'est rencontré au Vietnam pendant ton petit passage ici. Vous allez voir du coup une histoire très très riche, un background d'entrepreneur traditionnel, puis un entrepreneuriat en ligne, une vision des logiciels, des programmes, de la formation, plein de choses à vous faire découvrir. C'est parti. Salut Seb, est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit peu qui es-tu pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Présente-toi en quelques mots. Alors bien, merci de m'accueillir d'abord sur ta chaîne. Je suis, enfin peut-être me connaissent d'ailleurs un peu puisque je suis aussi en vidéo sur YouTube. Je suis youtubeur comme dirait Stan, entre autres choses. Donc youtubeur, mais plutôt du côté marketing et plutôt dans le côté black hat marketing où on développe plutôt des stratégies de gros hacking. Orienté essentiellement sur l'email et puis on développe des formations, des prestations, du coaching et tout ce qui tourne un petit peu autour de cet univers. Tout à fait. Je pense que c'est bien le petit pitch effectivement de base, plutôt lisse, mais moi je le sais, tu n'as pas une vie aussi lisse, donc on va creuser un petit peu dans tout ça, tu vas nous partager un petit peu tout ça. Quand et comment est-ce que tu as démarré ta première aventure entrepreneuriale? Alors ouais, effectivement moi ça remonte un petit peu plus loin que la plupart des gens qu'on voit sur internet, enfin du moins dans le sens où je suis déjà plus vieux que beaucoup plus que toi du moins. Pas du tout, t'as 24 c'est ça? 25, j'ai fait les 25, non 41 en vrai, et donc du coup j'ai commencé avec une vraie entreprise en dur il y a maintenant une vingtaine d'années presque, 98 et ma première vraie société en 99, une vraie SARL avec des vrais bureaux, avec des vrais employés, avec des vraies déclarations, avec des vraies emmerdes et avec des vraies déclarations et tout ce qui va bien, qui fait un peu le parcours d'un entrepreneur, donc tout ça sur un format plus classique avec un parcours long au départ, difficile, où il faut apprendre le métier, il faut apprendre à gérer un petit peu tout ce que tu ne connais pas, des salariés. Tu t'aperçois qu'effectivement entreprendre c'est gérer beaucoup et pas tant faire ce que tu aimes. Et puis au bout de 7-8 ans, l'activité périclite un peu et puis tu as des options qui se présentent, c'est soit continuer, forcer un peu le destin ou bien te réorienter. C'est ce que j'ai fait en partant sur internet en 2006-2007 où c'était effectivement un petit peu plus le western et quelque chose qui était plus drôle à explorer que quelque chose qui était un peu sur le déclin. Il y a des gens, tu sais, qui ont leur truc, savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent entreprendre, ils ont une vision de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Toi, c'est quoi qui a fait, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça a été quoi ton déclic ou ta vision de pourquoi est-ce que tu voulais devenir entrepreneur? Le pourquoi c'était finalement un petit peu l'opportunisme et puis d'avoir tout de suite quelqu'un qui était prêt à acheter quelque chose, avoir un premier client et finalement c'était l'occasion ou jamais de faire le grand saut quoi. J'étais salarié en tout et pour tout 6 mois dans ma vie et c'est un pote qui m'a demandé de venir bosser avec lui pour une boîte de télémarketing qui montait et puis il s'est retrouvé un moment avec une clause d'exclusivité à devoir accepter. Et ça laissait un client sur le carreau qui lui avait, enfin je le connaissais, je l'avais même débauché, démarché ce mec là, donc finalement j'avais le client et j'avais la compétence, j'avais l'opportunité finalement de créer la boîte et c'est ce que j'ai fait, j'avais fait mes armes dans la première et puis j'ai finalement pris mon envol avec les compétences et un petit peu tout ça, donc j'ai juste fonctionné avec l'opportunisme. Et donc ouais, t'étais commercial principalement, c'était tes compétences et c'est ce que tu as développé en tant qu'entrepreneur, c'est ça? C'est ça. J'ai appris un métier qui était dans le télémarketing où on vendait finalement des leads dans un secteur très spécifique et ça c'était une compétence qui se monnayait bien à l'époque puisqu'on vendait des rendez-vous. Ça a toujours fait marrer mes parents quand je leur disais que je vendais des rendez-vous dans ma vie. Et ils ont toujours assimilé à vendre du vent et c'était un peu le cas, mais on vendait des contacts qualifiés, très qualifiés et ce qui avait une valeur énorme de 150 à 300 € effectivement et c'était quelque chose de recherché à l'époque. Il était compliqué d'obtenir et sur lequel on n'avait pas forcément beaucoup de concurrence. Donc c'était effectivement des compétences rares, chères et il était intéressant de monétiser, mais c'est encore un principe qui est valable aujourd'hui finalement. Non mais carrément, et puis dans tous les cas quand tu es professionnel et que tu recherches des clients,
c'est toujours une question de ROI, quoi. C'est pas le problème de combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Ok. Et comment ça t'est arrivé, du coup, cette bascule sur Internet? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Tu faisais du télémarketing, tu faisais du marketing, tu faisais du commerce, mais t'es pas un enfant d'Internet. Comment t'es arrivé à te développer, à créer quelque chose online? Alors c'est vrai, comme tu le soulignes, je suis pas un enfant d'Internet, je suis pas né avec Facebook, je suis pas né avec la 4G, les smartphones comme on l'a maintenant. Ça pose des soucis d'ailleurs quand tu es de ma génération, on s'expose peu, on n'est pas vraiment habitué aux réseaux sociaux. Mais finalement, il y avait une grande bascule qui s'opérait, c'est quand Internet a commencé à vraiment être démocratisé, enfin au sens où c'était pas encore ce que c'est maintenant, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de trafic à prendre, c'était la naissance des blogs. J'ai commencé Internet, j'ai monté quelques sites dans les années 2000 pour rigoler, mais les premiers trucs, ça devait être sur des multimania, enfin des trucs qui n'existent plus maintenant, bref. Mais en 2006, non, j'ai commencé à créer des blogs de niche, et on s'est vite aperçu qu'en fait, il fallait pas beaucoup de compétences pour attirer beaucoup de trafic. Et que finalement c'était un secteur où il y avait tout à faire. C'était vraiment le western en réalité, il n'y avait pas de règles, il y avait un grand espace de liberté, un énorme terrain de jeu. Tu pouvais positionner un site sur Google dans l'après-midi, même en étant une brêle, il n'y avait pas besoin de faire grand chose. TF1 n'avait pas de site à l'époque, YouTube existait à peine, on utilisait Dailymotion et Dotclear pour ceux qui connaissent, même pas WordPress. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était totalement différent, il y avait plein de place à prendre et surtout il y avait de l'argent qui coulait à flot, quoi. Et c'était ça la grande nouveauté, c'est que moi j'étais sur un business qui était un peu descendant et que là on arrivait sur un marché qui était vraiment ascendant et même sans être très visionnaire sur le potentiel vraiment fondamental d'Internet, on était encore très loin de voir Amazon, ce que ça allait devenir, Apple était encore moribond, enfin on est vraiment encore une fois sur une époque différente, mais il y avait vraiment une tendance vraiment lourde qui était c'est trop facile. Il y a vraiment trop de choses à faire. C'est ce qu'on a fait, on a sauté sur les occasions. J'avais un pote qui s'était lancé dans le poker, qui avait un gros forum de poker, il avait des milliers de membres, enfin, c'était des trucs de folie, on faisait des chiffres. À l'époque j'avais des blogs qui faisaient 80 000 visiteurs par jour. Des trucs qui avaient un mois, qui avaient 0 backlink, c'était des trucs complètement dingues, quoi. Énorme. Et aujourd'hui, avec le recul du coup là, de tes 11 ans maintenant d'entrepreneuriat sur Internet, et puis 10 ans avant aussi dans l'entrepreneuriat traditionnel, si tu devais lancer un nouveau projet, redémarrer de zéro sur un nouveau truc, ça serait quoi les 3-4 étapes que tu ferais pour lancer ce nouveau produit, ce nouveau projet? Si moi je devais le faire, et encore une fois je ne suis pas forcément un bon exemple au sens où j'ai déjà des compétences, j'ai déjà des habitudes, j'ai déjà des grilles analytiques qui me permettent d'aller plus vite, mais pour moi, du moins si ta question c'est moi si je devais relancer quelque chose, je le ferais en utilisant quelque chose que je maîtrise déjà, et puis surtout je le ferais avec la vision de construire une machine à transformer des prospects en clients, en passant peut-être par l'étape amis, mais disons de construire vraiment un business qui est le plus automatisé possible et de mettre ensuite une source de trafic derrière. Ça veut dire d'avoir tout de suite la vision de dire qu'un site internet ou un projet sur internet c'est fait pour vendre, en apportant de la valeur bien évidemment, en apportant le plus de valeur possible, mais que c'est surtout finalement une idée de construire une offre cohérente de produits, de services. On peut tout mixer dans ces offres-là pour arriver à un résultat, mais derrière c'est de quoi les étapes que tu ferais? Première étape, produit. Première étape, c'est trouver le secteur. Le secteur, c'est-à-dire vraiment l'audience que tu vas vouloir cibler. Par exemple, ça serait, je sais pas, on parlait hier de personnes qui voudraient s'adresser à des gens qui ont de l'argent, des hommes par exemple. Voilà, c'est de vérifier en fait la cible et de sélectionner une cible qui a de l'argent. En fait, il y a trop de gens qui se penchent sur les marchés où il n'y a pas d'argent à prendre. En fait, il faut le savoir, sur Internet, les gens ne consomment vraiment qu'à partir de 25 ans et au-delà. En dessous, tu as peut-être plein de gens qui aiment cliquer, qui aiment regarder les vidéos, mais ils lâchent pas une thune. La vérité, c'est ça, et donc, il faut s'adresser à des gens qui ont de l'argent, parce que le but de créer une entreprise, c'est avant ça, et c'est le nerf de la guerre. Donc je vérifierai déjà le marché en lui-même, et puis surtout j'essaierai de trouver quelque chose de pertinent à leur vendre, avec une vision long-termiste sur le truc. C'est pas de vendre en one shot, c'est de trouver comment vendre une fois, deux fois à répétition, et puis de vendre de plus en plus de valeur. Les marchés qui s'y prêtent plus que d'autres, la formation est une bonne porte d'entrée pour ça, parce que évidemment tu peux commencer avec un petit produit, faire ascensionner les gens vers un produit plus cher, ensuite leur proposer du coaching, du consulting, et bref les emmener à partir d'un produit à 1 € jusqu'à des prestations à 2000. Tu peux pas le faire en faisant, je sais pas, du dropshipping de la même manière. En revanche, tu vas pouvoir travailler d'autres leviers. Donc pour moi, je me reconcentrerai effectivement sur ces composantes-là qui sont essentielles sur les business, et trouver vraiment un marché où il y a de l'argent, et puis effectivement d'essayer d'apporter le plus de valeur, et en apportant le plus de valeur possible, tu vas développer des offres qui, elles, sont de plus en plus rémunératrices. Derrière, je pluguerai une source de trafic
Alors aujourd'hui, on utilise YouTube, on utilise la publicité Facebook, on utilise le scrap d'email, parfois les trois à la fois, et surtout de les diversifier parce qu'encore une fois, moi j'ai trop vu de business qui sont tombés. Je fais partie d'une génération où les mecs avaient l'habitude de positionner des sites sur Internet très vite, et puis quand Google a décidé de changer un peu les règles, ils se sont retrouvés à poil du jour au lendemain sans visiteurs parce qu'ils étaient 100% dépendants de Google. Donc l'idée c'est de construire une machine solide, viable et qui va fonctionner dans le long terme, pas de faire un coup, parce que généralement voilà, c'est un truc où on investit beaucoup de temps, d'énergie et qui finalement te suce un peu la santé pour pas grand chose en résultat tout compte fait. Donc c'est d'avoir un peu l'idée d'avoir des fondations d'un business solide. Quelque chose de classique. Donc pour récapituler rapidement pour que vous suiviez bien, on a dans un premier temps étudié un espèce d'avatar client, trouvé un secteur, un secteur intéressant sur lequel il y a de l'argent, sur lequel les gens ont des capacités d'acheter. On a deuxième, trouvé un produit qui pourrait répondre à un besoin, un ensemble de produits, donc d'abord des petits produits et potentiellement pouvoir faire scaler, upgrader vos clients. Créer un système automatisé derrière, bon ça c'est sa vision, mais pourquoi pas, c'est sûr. Trouver un système automatisé et derrière plugger ça avec différentes sources de trafic pour diversifier. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà, donc là vous avez 4 étapes qui peuvent être intéressantes pour tester un business ou une idée que vous avez. Encore une fois, c'est pas forcément la meilleure vision pour les débutants. C'est-à-dire que ça demande un champ de compétences. Disons que ma vision elle est basée sur toutes les choses que j'ai fait avant et qui me permettent aujourd'hui de savoir que en partant avec ce que je sais maintenant, je sais que c'est le chemin le plus court pour moi. Mais parce qu'effectivement, j'ai moins de choses à apprendre. Est-ce que tu veux nous partager la vision si tu étais un rookie ? Si j'étais un rookie, effectivement, là pour le coup, il faudrait déjà acquérir des compétences. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, la première des choses, c'est d'être capable d'avoir quelque chose à monétiser. Et le plus simple, finalement, c'est d'avoir soi-même des compétences que les autres n'ont pas. Mais aujourd'hui, pour des gens qui viennent de ta génération, c'est beaucoup plus simple. Là encore, les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu énorme sur lequel il y a plein de gens qui sont perdus. Pour des gens qui ne sont pas de cette génération-là et qui... Pour toi, par exemple, ça coûte beaucoup plus de sources que pour moi. Disons que tu as beaucoup moins d'efforts à faire pour produire du contenu que moi sur Facebook, par exemple. Moi, je l'utilise plus pour la publicité, moins pour les notions de communauté, d'engagement. Et c'est vrai que c'est plus simple, à mon avis, pour des gens qui viennent d'une génération où on est habitué à avoir le smartphone, à faire des vidéos, de produire ce type de contenu. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne le font pas, tout simplement, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas passé devant la caméra. C'est pas simple. Enfin, c'est certainement plus inné, entre guillemets, pour toi que pour moi, parce que, voilà, moi, je viens pas d'une génération smartphone, on n'avait pas les appareils numériques. Quand on faisait des photos quand j'avais ton âge, on n'était pas encore à l'argentique, mais tu vois, on venait de finir l'argentique, mais on allait développer nos photos de soirée à l'époque. C'était des trucs drôles, mais on n'est pas du tout dans la même relation à l'image. Et ça, il y a plein d'entreprises, plein de business qui n'ont toujours pas passé cette étape-là. Il y a plein d'ailleurs de business. Tous les commerçants devraient être sur Internet. Aujourd'hui, regarde combien ils sont vraiment. Et rien que cela, c'est un vivier énorme de business potentiel. Pour créer une page Facebook, la faire vivre, animer, créer des opérations en ligne, faire des vidéos, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour d'un business qui devrait vraiment vivre avec Internet aujourd'hui. Donc grosso modo, par rapport au premier schéma qui était le tien, on rajouterait une grosse phase d'éducation, de trouver un peu ce qu'on peut faire et développer des compétences à forte valeur ajoutée que les gens n'ont pas. Trouver et cibler ces gens-là qui en ont besoin et qui n'ont pas les compétences. On enlève l'automatisation peut-être et puis on vend, on crée un pack de produits, on vend à ces gens-là et derrière... La seule phase différente finalement c'est juste la phase essentielle, mais disons qu'on respecte à peu près les mêmes étapes. En réalité c'est trouver quelque chose à vendre et quand on n'a pas de produit et quand on n'a pas vraiment autre chose que son temps à vendre, le plus simple c'est de vendre des compétences. Ouais. Et les compétences derrière, le vendre à des entreprises, ça me semble plus cohérent pour démarrer parce que c'est plus facile de faire payer 500 balles à une entreprise qu'à un particulier qui va jouer sur son... il y a un petit peu de travaux... C'est le problème de l'Asie en général. Oh, le Vietnam, ils nous font des cadeaux là. Ils nous font des cadeaux. Vas-y, coupe le tuyau, tonton. Bon, j'espère que, sachant en plus que cette interview sera d'ailleurs utilisée en podcast, ça va être génial pour les auditeurs. Ok, merci pour ça. En tout cas, voilà, vous avez une idée, en tout cas, un positionnement avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, quelqu'un d'un peu moins expérimenté. Comment est-ce que vous pouvez développer ça ? Derrière, j'ai une autre question pour toi, Seb. Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu avais ou que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur selon toi ? Alors je dirais quelque chose qui ne fait pas partie de mon champ initial de qualité, c'est la patience. Et je pense que la patience et la persévérance, c'est vraiment deux éléments phares, enfin deux éléments vraiment clés
quand on veut être entrepreneur. La patience, c'est parce qu'on a toujours envie d'avoir des résultats immédiats et ça n'existe pas, ou très peu, ou par chance, mais c'est pas forcément reproductible. Et puis d'être patient, c'est aussi parce que tu as une courbe d'apprentissage, un espèce d'effet de plateau qui est important dans tout ce qu'on fait. Tu as une courbe d'apprentissage, le temps que, voilà, même quand on fait des vidéos sur YouTube, le temps que les gens les découvrent, les consomment, les regardent, prennent confiance, commencent à te prendre au sérieux, commencent à acheter des produits, on te reconnaisse un petit peu des qualités, tout ça, ça prend énormément de temps. Et en fait, la plupart des gens commettent l'erreur ultime, c'est d'abandonner. C'est là où la persévérance fait tout. C'est quand on regarde des gens comme Elon Musk qui, voilà, aujourd'hui ce qu'il fait, c'est basé sur la persévérance. Et c'est vrai aussi pour des gens comme nous. Si tu t'arrêtes aux premières vidéos que tu fais, où tu fais 5, 10, 50 vues, et ça dure pendant longtemps. Si tu t'arrêtes découragé, tu passeras jamais le cap d'avoir tes 500, tes 1000, tes 10 000 abonnés. Et c'est vrai que la persévérance est vraiment la clé. C'est que, ouais, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vise sur le long terme. C'est une course vraiment de fond. Et il y a des gens qui font des coups, encore une fois. On peut gagner de l'argent très vite. Mais en réalité, pour être un entrepreneur et en faire vraiment une carrière et que ça dure toute sa vie, voilà, la patience et développer cette qualité de ne pas être trop pressé ni trop drivé par l'argent, je pense que c'est vraiment important parce que c'est facile de le dire quand je le dis comme ça et quand on a les moyens financiers qui vont avec. C'est vrai que voilà, quand tu as passé un certain step et que tu n'es plus en train de regarder à comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois, évidemment, ça donne plus de patience et donc tu es plus raisonné, tu vas chercher à apporter plus de valeur plutôt qu'à prendre de l'argent. Tu vas savoir plus reculer et apporter plus gratuitement au départ, mais tu vas pouvoir te récupérer beaucoup plus ensuite. Donc, patience et persévérance, ouais, à mon sens. Ça fait sens, et puis dans tous les cas, on en parlait. Moi, j'ai mis 1 an de traversée du désert, ou comme d'autres. Ouais, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas dédié. Je suis pas le miraculé. Je suis pas unique. Mais ouais, des tonnes de fois, j'ai voulu arrêter, machin. Et le seul moyen qui fait qu'aujourd'hui tu es sur cette vidéo ou que tu es en train d'écouter ce podcast, c'est parce que justement il y avait une vision, il y avait quelque chose de plus loin, puis il y avait cette envie de ne pas arrêter qui fait la différence en bout de course en tout cas. En tout cas, merci Seb pour ça. Effectivement, je pense que c'est super compliqué. Effectivement, ça peut paraître facile dans ta position, mais je vais peut-être rajouter justement un petit coup de marteau sur le clou parce que ça l'est peut-être un peu moins de ma vision à moi. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut quand même garder en tête que tu sois jeune ou que tu as envie de gagner ton premier SMIC sur Internet ou que tu as envie d'aller chercher tes 5000 sur Internet, que à partir du moment où tu vas commencer à être détaché financièrement et presque émotionnellement de la réussite ou non de ton projet, c'est là où tu vas être capable d'aller faire des trucs grands, des trucs qui vont être beaucoup plus ambitieux, des trucs qui vont driver potentiellement beaucoup plus de monde. Parce que tu vas pas les faire pour le critère premier qui va être la finance, qui va être l'argent, qui va malheureusement créer un prisme qui va déformer ta réalité et qui va pas embellir ton produit ou ton projet ou ton service. Donc effectivement, c'est plus facile de le dire quand tu as une certaine aisance. Mais même si aujourd'hui tu y crois qu'à moitié et tu as envie de te dire c'est facile les gars de dire ça depuis une terrasse au Vietnam, ok fine, garde-le juste en tête, garde cette petite graine et si un jour tu es capable de la développer plus rapidement, ce sera à mon avis mieux ce sera. Parce que quand tu es détaché de l'argent, tu vas être capable de faire des choses qui sont beaucoup plus profondes peut-être, avec un marketing beaucoup plus ancré, beaucoup plus empathique, beaucoup plus visionnaire et beaucoup plus puissant quoi finalement. Je suis parti un peu loin là. Non mais c'est bien. Je rajouterais peut-être quelque chose également pour les débutants, c'est un paramètre qu'on prend pas, mais en réalité le parcours d'un entrepreneur c'est pas quelque chose qui est exponentiel au sens où t'as pas d'accident de parcours. Je pense qu'il y a une qualité pour les gens qui se lancent qui est vraiment un peu indispensable à avoir aussi, c'est la résistance à l'échec. Parce que en fait avant d'arriver à trouver une méthode qui marche vraiment, et elle marche pas en fait généralement pour tout le monde, elle marche parce que tu as des compétences toi propres, on a chacun nos propres méthodes parce qu'on s'appuie sur nos propres forces. Ça veut dire que pendant longtemps aussi, on a lancé plein de choses, enfin je pense que c'est pareil, qui ont foiré et t'en as réussi quelques-unes, mais majoritairement en fait on se plante très souvent, on lance des produits qui marchent beaucoup moins bien que ce qu'on voudrait, que ce qu'on pensait, parfois on est surpris à contrario par des choses qui marchent mieux, mais il y a quand même une grande part de résistance à l'échec et c'est vrai qu'il y avait une stat qui m'avait choqué entre guillemets là-dessus, c'était la comparaison entre les Français et les Américains sur ce type de données, c'est qu'un Français quand il coule sa première boîte, enfin là on parle de gens qui créent des boîtes en dur, un Français qui va couler une boîte, il va en remonter 1,3 derrière. Un Américain va en remonter 10. Ouais.
Et ce qui explique que les Américains soient plus successful, parce qu'ils essayent plus. Et en réalité, c'est juste ça. C'est que l'échec fait partie du parcours et d'une manière intégrante. Si tu veux trouver quelque chose qui réussit, sauf à taper dans la chance, et ça arrive malgré tout, mais on ne peut pas jouer avec la chance. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de digérer mieux, de se servir et de se nourrir de ces échecs pour avancer et se dire, bon ok, celle-ci au moins je l'ai testé, je sais que c'est pas bon et c'est pas pour moi. Et ça va te resservir pour toute ta vie après. Tu sauras quand tu referas un lancement, peut-être 3-4 ans en arrière après, que tu avais fait ces trucs-là et que ça marchait pas, que c'était pas une bonne idée. Donc tu vas faire en fait des choix qui deviennent de plus en plus guidés par l'expérience et moins par l'intuition. Et c'est une forme vraiment à développer d'intelligence commerciale, je pense. Donc voilà pour ce petit point. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie? Si tu veux pas nous donner un chiffre, tu as le droit de nous donner une fourchette ou une cuillère, ça dépend. En fait, dans la vie d'entrepreneur, tu as des gens qui flambent, c'est-à-dire qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont le dépenser, qui vont voilà, se payer des montres, des costards. Moi, tu vois, j'ai une petite chemise que je fais faire sur mesure au Cambodge, ça me coûte la somme faramineuse de $10. Donc j'ai plutôt une vie frugale au sens où j'ai eu une jeunesse avant, j'ai profité voilà, j'ai été expansif, tu as eu besoin d'acheter des costards, de montrer que tu avais réussi, évidemment. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une vision où j'ai pas besoin beaucoup d'argent pour vivre. D'une part, je vis dans un pays où avec $2000, tu gagnes pas loin de 10 fois le salaire moyen. Donc déjà, ça te met dans une position où t'as pas, tu vois, quand t'as pas envie de t'acheter un iPhone tous les mois, finalement, et quand ton kiff c'est de voyager dans des pays comme ici, tu as besoin vraiment de $2000, tu peux très bien vivre, quoi. Et au-delà de ça, en fait, moi je développe aussi d'autres projets qui demandent du cash. Donc en fait, ce que je me paye n'est pas représentatif de ce que la boîte, mes activités génèrent, parce qu'en fait, voilà, j'ai un associé, Julien, sur un projet qui est plus important, on a des développeurs, on a voilà, des choses qui demandent beaucoup d'argent et on préfère le mettre là, dans ces aventures-là, dans de nouveaux business, plutôt que de les mettre dans une montre, dans un téléphone ou dans un truc qui nous apporte rien, hormis de rendre un peu malheureux. Moi, mon kiff aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de vivre en Asie. Je pars avec 7 kilos sur le dos, il y a mon ordinateur, il y a tout mon business dedans, et puis on s'est fait un resto faramineux aujourd'hui qui coûte, allez, on a dépensé quoi, même pas $10. Bon, c'est voilà, et c'est un resto français à l'autre bout de la planète où tu boufferais très bien. En France, ça devrait te coûter 30 ou 40, donc chacun fait ses choix, mais finalement, je pense que pour plein de gens qui sont venus en Asie, on a passé vraiment le cap un peu du matérialisme pour vraiment plus la qualité de vie. Et c'est vrai que quand tu viens ici, les choses deviennent plus... Les gens sont plus légers, ils raisonnent plus avec des choses futiles et on se nourrit beaucoup plus d'expérience. Tout devient à la fois moins grave, on n'est pas bercé par le climat ambiant français. Moi, j'y suis pas retourné depuis très longtemps malgré tout, mais j'ai des clients français qui m'en parlent. Ah, ils me disent, ah, t'as de la chance, etc. Mais c'est pas de la chance, c'est juste une volonté de partir et d'être ici. Je pourrais être ailleurs, je pourrais faire beaucoup plus d'argent en étant en France, en allant faire des events, en faisant des confs, en allant à des meet-up, parce que j'ai plein de clients que je pourrais aller former en présentiel aussi. Je ferais beaucoup plus d'argent qu'en étant là, mais je serais beaucoup moins heureux en réalité aussi. Donc l'argent, c'est pas le moteur de tout ce que je fais aujourd'hui. Justement, ça tombe bien, parce que la question d'après, c'est justement, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu es content d'être entrepreneur? Est-ce que tu es heureux? Alors, dans le bonheur. Ah là, ouais, on va finir sur une touche bisounours. Donc, ouais, quand j'étais ma première vie d'entrepreneur, elle était beaucoup moins heureuse que maintenant. C'est-à-dire que quand j'étais patron d'une boîte en physique, ce que je faisais au quotidien, c'était plus ce pourquoi je l'avais montée cette boîte. C'est-à-dire que mon boulot, c'était de contrôler que les gens arrivent à l'heure, que de faire des fiches de paie, des déclarations, de signer des chèques, voilà, de faire tout cette truc qui est très nécessaire en France, mais qui est finalement aujourd'hui inutile sur Internet. Enfin, on a passé par d'autres structures, par d'autres choses, on automatise beaucoup. C'est vrai, ça sert aussi à ça, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en France, ma vie d'entrepreneur était très malheureuse sur cet aspect-là. Moi, j'étais bloqué en France, j'étais une petite boîte, tu vois. Il y a des patrons du 440 qui ont une vie géniale, qui voyagent en jet, etc. Quand tu es patron d'une petite PME où tu es toujours à la guerre sur la trésor pour payer l'URSSAF qui arrive, machin, ensuite la TVA, ensuite le truc, ton calendrier, t'en es pas maître, ta vie, t'en es pas maître non plus. Et moi, j'avais 2 semaines de vacances par an, quoi. Et 2 semaines, t'as pas le temps de partir faire un tour du monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup sans doute de patience aussi, j'ai réussi à construire finalement ma vie et à incorporer mon travail dedans. C'est-à-dire que je suis parti un peu du modèle inverse. J'ai décidé, en fait, quand mes business, qui étaient totalement différents de ceux que j'ai aujourd'hui sur Internet, rapportaient suffisamment d'argent, de partir en Thaïlande, il y a pratiquement 8 ans maintenant ça, et puis de souffler, vraiment, de profiter de la vie, quoi, parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais au bout, c'est pas ce que t'emmènes avec toi. Donc
Donc au fur et à mesure du temps, je me suis reprofessionnalisé parce que sur Internet tout a changé, tout est devenu plus compliqué. C'était plus le Far West, ça s'est réglementé. Il y a eu plein de gens qui sont arrivés, il y a eu de la concurrence, il a fallu monter en compétences. Donc ça implique qu'on s'est formé, on a continué, on a beaucoup travaillé aussi sur des projets différents. On a foiré beaucoup, on a réussi quelques-uns au passage. Et puis finalement on arrive à un stade où voilà, quand tu es arrivé à peu près à un niveau de chiffre d'affaires qui te satisfait à la fois pour développer ce que tu as envie de développer, garder un petit peu d'argent pour toi, pour profiter de la vie et puis surtout garder du temps et profiter un peu, voilà, quand tu as envie, on a la chance d'être à 1 heure de vol de Saigon, on peut être en 1 heure en Malaisie, à plein d'endroits dans le monde, quoi. Donc l'Asie c'est génial pour ça. Toi tu vas peut-être en week-end comme moi je le faisais, tu prenais ta bagnole à Paris, tu mettais 6 heures, tu arrives en Normandie, il n'y a pas trop de bouchons et tu claquais 10 fois ce qu'on claque quand on vient ici pour 5 jours, quoi. Et donc aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai vraiment la liberté mais la maîtrise de mon temps. C'est ça en fait, je pense, pour moi le plus important aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est la liberté de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime et de le faire au rythme où je le veux et à l'endroit que je décide de prendre aujourd'hui. Toi tu repars en Thaïlande ce soir, moi je rentre au Cambodge demain soir, voilà, c'est un kiff de pouvoir le vivre comme ça, vraiment, voilà, mon sac il est là, il est pas gros et c'est suffisant en fait pour emmener ta vie, ce qui t'amuse, ce qui te fait plaisir, ce qui te nourrit et ce qui te drive, quoi, avec. Donc c'est vraiment ça mes moteurs aujourd'hui, voilà. Tu dirais du coup que ce rêve de gosse que tu avais quand tu as démarré la toute première fois en mode Bernard Tapie, tu l'as atteint? J'ai pas le yacht, j'ai pas le Fosséa, mais bon, je peux le louer. Il paraît qu'on peut le louer. Ça doit pas être délirant en prix, ça doit coûter une petite fortune, mais ça te rend le rêve accessible. Les balades en hélico, on peut les faire. Au Cambodge, ça vaut 90 $. Tu vois, évidemment, je vais pas me balader tout le temps en hélico, mais comme Bernard Tapie le faisait pas non plus. C'est une part d'imaginaire. Parce que j'ai été bercé aussi beaucoup par des San Antonio quand j'étais adolescent et c'était des aventures policières, c'est des romans un peu cul et cucu, quoi, mais policiers, mais ils se baladaient aux 4 coins du monde. Moi, tu vois, Bangkok et Kuala Lumpur, c'est des noms qui m'ont toujours fait rêver quand j'étais petit. J'ai toujours envie de venir comme ça et effectivement, moi j'ai un peu rejoint l'imaginaire que j'avais et de la même manière, le Vietnam pour moi c'est des images, c'est des cartes postales, tu vois, un peu les endroits où on se balade là, t'as les bâtiments coloniaux, c'est vraiment l'image que j'en avais quand j'étais môme, mais j'ai toujours voulu partir vers l'Asie et vraiment pour moi c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai toujours eu en rêve quand j'étais petit. Il m'en reste un, c'est l'espace, mais ça va venir. Qu'est-ce que tu dirais au Seb du coup de 2006 par exemple? Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty, retourner dans le passé, un petit retour vers le futur, tu dirais à quoi de Seb il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'étais déjà sur le net, je me prenais un peu le chou, mais je préparais mon départ pratiquement. En fait, je lançais les business, mais à l'époque, c'était pas vraiment des business. On était dans l'apprentissage, vraiment, faut le voir comme, je sais pas, un petit peu comme les pionniers qui partaient dans le Far West. Tu vois, il n'y avait pas de règles, les mecs, ils savaient pas qu'il y avait de l'or sous le truc, donc ils sont un peu tombés dessus par hasard. Moi, je suis un peu tombé dessus par hasard et je pense que c'était bien parce qu'on a pu tester plein de secteurs, fait de l'affiliation, j'ai fait de la bleue. Au départ, on a mis des trucs avec AdSense. AdSense, ça rapportait des tonnes, puis un jour AdSense nous a foutu dehors et c'était positif parce que derrière il y a des régies qui payaient 5 fois plus qui nous ont contactés, tu vois, ça a été vraiment des hasards et donc du coup ça nourrit un peu tout ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai un background qui me permet d'être plus cohérent. J'ai testé plein de choses, j'ai vu plein de choses et finalement d'il y a 10 ans pas grand chose, peut-être d'il y a 15 ans j'organiserais les choses différemment, du moins j'essaierais de laisser beaucoup moins ma boîte que j'avais à l'époque avec des salariés me bouffer parce que ça m'a vraiment quasiment pourri la santé, vraiment, c'est-à-dire c'est quand tu as le stress, la pression du fisc et machin, et là on parle de trucs, tu vois, aujourd'hui c'est facile parce qu'Internet rend ça simple, mais quand tu as l'URSSAF qui te met 10 points parce que tu arrives avec une demi-heure de retard, voilà, c'est des ronds, quoi, et les ronds, en plus, tu as la pression de la France qui te pompe sur les comptes, machin, tu as les huissiers, aujourd'hui, voilà, on est très loin de tout ça, et c'est beaucoup plus simple. À l'époque, on se prenait beaucoup le chou, et je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative encore, sauf à être vraiment très long-termiste. Mais sinon, d'une manière générale, je dirais, c'est bien, travaille tes compétences, ça te servira plus tard. Et ça me sert aujourd'hui, effectivement, tout ce que j'ai fait avant m'a servi. Je pense qu'il y a des shortcuts pour les gens qui se lancent maintenant, parce qu'ils ne sont pas obligés de passer par ce parcours initiatique-là. Mais en réalité, moi, je ne peux pas regretter, parce qu'aujourd'hui, si je fais des Skype avec des clients et que ça convertit bien, c'est parce que j'ai fait beaucoup de téléphones, que j'ai mangé beaucoup de téléphones avant, parce que j'ai fait tout cet apprentissage avant. Donc ça me donne un avantage concurrentiel. C'est un bien pour un mal. Donc, je ne pense pas avoir grand chose à regretter tout compte fait. Ça me permet de savourer encore plus aujourd'hui, justement. Ouais, mais plein de sens, meaningful, comme dirait l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil ou une ressource à donner pour les gens qui veulent entreprendre, qui veulent passer leur business, au niveau supérieur? Un conseil ou une ressource, un blog, un livre, un site, un truc?
Et Black Hat Marketing, bien évidemment, je vais le dire, comme ça lui évite de griller une cartouche. Là, je vais rester plus général. Je dirais qu'on ne vient pas d'une... Enfin, c'est un peu moins vrai pour les jeunes générations, mais moi, je viens d'une génération où on n'est pas habitué à payer pour l'éducation. C'est-à-dire qu'en France, on a cette vision que l'école, le savoir, c'est gratuit. Et c'est vrai que le savoir, tu peux le trouver gratuitement sur YouTube aussi. Tu peux perdre tes journées à aller sur Wikipédia. Tu peux apprendre à monter une centrale nucléaire chez toi. C'est possible, les plans, ils sont disponibles. En fait, tu peux le faire vraiment, physiquement. Mais c'est comme tout, en fait, ça va te demander du temps, ça va te demander beaucoup d'énergie, ou alors tu as l'autre option qui est plus de l'école américaine, mais qui est finalement celle qui est le meilleur shortcut de tous, c'est de miser sur toi, sur tes compétences, d'apprendre et d'investir de l'argent évidemment dans les formations. Alors là on prêche un peu pour nos business évidemment quand je dis ça, mais c'est tellement vrai en même temps que tu vois, j'aurais pu apprendre à coder finalement, parce que quand t'as pas de sous tu vas dire je monte un site internet, je vais apprendre à le faire, ça va m'économiser un développeur. C'est vrai, tu pourrais le faire, mais pendant ce temps là tu vas pas t'occuper du commercial, tu vas rien vendre, et tout ça en fait c'est un coût à un moment ou à un autre. Ce que tu économises d'un côté tu le perds toujours au double de l'autre en réalité. Alors c'est vrai que c'est toujours chiant quand tu démarres, que t'as pas d'argent etc pour te former et que tu es obligé de faire des concessions, mais si j'avais vraiment un bon conseil, c'est trouve un moyen de gagner un tout petit peu plus d'argent pour te payer une formation plutôt que d'essayer de le faire par toi-même, parce que toutes les expériences qu'on met dans les formations, c'est vraiment des trucs qui nous demandent du temps et généralement beaucoup d'argent. Tu vois, quand on fait des formations sur de la pub Facebook, on a massacré des budgets aussi, tu perds des tonnes d'argent, et c'est bien de connaître les trucs qui vont plus vite parce que voilà, c'est un raccourci énorme. Donc après, les livres d'une manière générale, évidemment, il y a plein de choses dedans, ça fait baigner ton cerveau, encore que de temps en temps, c'est bien aussi de savoir les couper, parce que quand tu passes ton temps le nez dans les bouquins, tu te nourris des expériences de mecs qui sont tellement plus géants que toi, que c'est pas applicable dans ton business. Il faut savoir quoi lire aussi. C'est inspirant, il faut détacher le côté inspirant du côté de ce que tu peux appliquer vraiment pour toi. Et il y a ça, il y a des grands mythes. Après, on en parlait aussi tout à l'heure de la semaine de 4 heures, par exemple, qui est le meilleur coup marketing de l'histoire du développement personnel, sans doute, parce qu'il ne bossait pas 4 heures et parce que voilà. Mais en réalité, il faut bosser au moins au départ beaucoup, il faut te former beaucoup, il faut manger des trucs, il faut acquérir de l'expérience, il faut bouffer de l'échec, il faut être persévérant, consistant, se lever tous les matins, faire des vidéos que personne regarde, envoyer des emails que personne ne lit et n'ouvre, ça fait partie du jeu, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen. Les formations, c'est un moyen d'aller plus vite pour trouver voilà, des voies par lesquelles les autres sont passés avant, mais au-delà de ça, c'est la persévérance, encore une fois, qui paye, quoi. Un tableau un petit peu noirci, mais finalement tellement réel. On parlait tout à l'heure de pas vendre. Bien sûr, ouais. Non, ouais, effectivement, dans tous les cas, vous le savez, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec le partage de Seb. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête parce que si malheureusement ou heureusement, parce que moi comme Seb, on a été baigné par ces vidéos de vente américaines magnifiques et qui nous vendent du rêve dans tous les sens. Et c'est beau parce qu'effectivement c'est l'inspiration, mais le tous les jours, les actions qui sont à réaliser, etc., elles sont là et il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se faire mal et ça va pas marcher et ça va être dur et tu vas souffrir et tu vas pleurer. Donc c'est bien, je pense, de le préciser, de le partager. En tout cas, merci pour ça. Dernière petite question, enfin ou presque. Selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Ah, c'est une vraie grande question. Alors, je me suis souvent posé cette question parce que, encore une fois, je viens d'une famille et d'un milieu ouvrier où je suis déjà le seul petit canard du truc parce que je suis le seul entrepreneur. Et je suis vraiment tout seul, quoi. Enfin, je suis une exception dans toute la famille. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui devient... c'est pas que tu nais avec, c'est un peu... sans doute, j'ai grandi en étant tout seul, enfin... enfant unique, après j'ai eu des frères et des sœurs, mais quand j'étais beaucoup plus vieux, donc je pense que ça vient de ça. En fait, tu apprends beaucoup à te démerder tout seul. En gros, moi j'ai grandi en apprenant, enfin je vais pas faire ma Cosette, mais ma mère bossait, et donc généralement, tu vois, je me faisais à bouffer le soir quand j'avais 7-8 ans, donc j'ai baigné dans l'idée que tu devais te débrouiller par toi-même si tu voulais quelque chose. Et je pense que c'est plus de là que ça vient, à mon sens, pour moi du moins. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment l'histoire que si tu veux quelque chose, bah, compte sur toi, ça ira toujours plus vite. Et si tu veux vraiment quelque chose très fort, tu arrives toujours, ou tu trouves toujours un moyen de l'avoir. Et si tu comptes sur l'État aujourd'hui, bah, ta Ferrari, ton yacht ou la vie de Bernard Tapie, tu l'auras pas, c'est sûr et certain, quoi. Donc c'est un peu de ça, et je pense que c'est plus finalement, c'est pas que tu nais entrepreneur, c'est que les conditions pour d'autres personnes sont nées dans des milieux entrepreneuriaux. Par exemple, tu as des gens où ils ont tous, à l'inverse de moi, une famille d'entrepreneurs, et c'est pas des gens qui vont finir ouvriers chez Peugeot, quoi. C'est l'effet inverse. Donc je pense qu'il y a un peu, malgré tout, de l'éducation qui joue dedans.
d'un côté positif ou d'un côté un peu, dans mon cas, par rébellion qui a poussé et qui a été encouragée par les circonstances qui ont fait un peu ce qu'elle voulait. Voilà ma vision du truc. Ok, donc on est en grande partie, selon toi, en fonction de son environnement ou de ses conditions. On le devient. Ouais, et on le devient par la force des choses et par l'environnement. Ok, très bien. Écoute, j'ai une dernière petite question pour toi. C'est vrai, non mais c'est ce qu'on appelle un teasing, ça permet d'avoir un peu de rétention. Est-ce que tu es... J'ai l'honneur, c'est plutôt ça, j'ai l'honneur de t'inviter. Est-ce que tu es fier de faire partie de la team de Better Call Enzo? C'est ça la question. Bien sûr, je suis très heureux et puis tu sais, moi j'ai regardé beaucoup de tes vidéos aussi et puis je trouve ça toujours intéressant en fait dans une génération qui n'est pas la mienne de voir les entrepreneurs, les méthodes qu'ils utilisent, la motivation qu'ils ont et c'est vrai que tu vois, je me pose de temps en temps la question, je me demande putain si j'avais son âge est-ce que je ferais tout ça quoi et c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Il y a plein de gens comme ça, enfin des jeunes qui ont démarré, qui font des audiences à 50 000 abonnés sur YouTube, enfin moi je sais que je suis pas capable de le faire. Enfin tu vois, pourtant tu dis c'est des compétences, des trucs, tu les as et ça tient pas à ça. Je suis toujours très impressionné, très admiratif des parcours effectivement et puis surtout encore une fois moi j'adore le côté entrepreneurial, on a plein de discussions vachement intéressantes et ça fait des soirées qui sont super sympas, on a des points de vue qui sont différents sur plein de choses mais à la fois qui sont complémentaires donc c'est toujours très enrichissant effectivement et puis surtout voilà on a la chance de pouvoir se croiser dans des endroits géniaux et c'est vrai que c'est un des bonheurs de ce parcours là quoi et je crois que c'est à peu près la plus belle vie quand tu as passé le stade difficile que tu arrives vraiment au truc où tu es bien. Après, voilà, tu peux juste kiffer, et puis c'est vrai que c'est cool, quoi, vraiment. Bon, merci beaucoup en tout cas Seb pour ce petit message targeté. Merci à toi d'être venu partager ton histoire avec nous, pour tous les auditeurs sur les différentes plateforme. Du coup, effectivement, comme tu as rejoint la team de Better Call Enzo, mais je t'invite à donner publiquement que tu vas partager cette vidéo et ce podcast sur tes réseaux. Est-ce que tu es bien d'accord, Seb? Oui, ne t'inquiète pas, je vais les partager, bien sûr, sans souci. Voilà les amis, petit hack pour récupérer. Il parle de growth hacking, un petit growth hacking social pour être sûr de pouvoir toucher l'audience des gens. Non, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager cette discussion avec la communauté. Moi, il y a énormément de nos discussions qui m'ont beaucoup inspiré. Ce qui est très intéressant pour conclure sur cette interview, c'est que Seb a un parcours complètement différent. En termes d'entrepreneuriat, il a entrepris dans beaucoup de domaines sur des projets complètement différents. Aujourd'hui, il développe des logiciels, des choses comme ça. Donc, il y a si tu veux, des visions qui ont dû se mêler, des comportements. Il a travaillé avec des gens de tout âge, etc. Et donc, finalement, ça donne un point de vue qui est complètement différent, par exemple, de l'interview que j'ai pu faire de Nicolas, de Manu, tu vois, de tous ces gens-là. Parce que, dans tous les cas, chacun est différent. Et puis là aussi, tu as une expérience qui a été forgée dans la vente de prestats de services, dans la vente de produits physiques. Et donc, ça amène des points de vue différents. Voilà, je voulais clôturer là-dessus. C'était un vrai plaisir en tout cas de t'avoir et de partager du temps avec toi. Et puis vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous, à laisser un like, à commenter, à partager cette vidéo, à liker et mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment cool de pouvoir être d'avoir de plus en plus de feedback sur ces interviews, d'aller vous chercher des gens de plus en plus intéressants, comme j'ai l'habitude de le dire, des entrepreneurs ordinaires qui avaient envie de créer des parcours extraordinaires. Je vous dis à très vite dans de prochains épisodes les amis. Ciao ciao.